Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'école des facs. Le saviez-vous, les agnates forment un infra-embranchement d'animaux vertébrés dépourvus de mâchoires. Du fait qu'ils regroupent des animaux comme les myxines et pas les miskines, qui n'étaient pas considérés comme des vertébrés, et les lamproies, des vertébrés basaux, ils ont longtemps été considérés comme un groupe paraphylétique. Mais les dernières études génétiques confirment que les lamproies sont plus proches des myxines que des gnatostomes, les vertébrés à mâchoire. Et que les myxines seraient donc des vertébrés qui ont perdu des caractères ancestraux. Voilà. Magnifique. On en apprend tous les jours grâce à l'école des facs. L'école des facs, ce soir, ce matin, ce midi, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, est composée pour cet épisode de Julien. Bonjour Julien, bonsoir Julien. Bonjour Émeric, bonsoir Émeric. De Kepra. Bonjour, bonsoir Kepra. Bonjour, bonsoir. Et de Simon. Bonjour, bonsoir Simon. Heureux moment Émeric. Et enfin de Sous-X. Bonjour, bonsoir Sous-X. Salut à toutes et à tous et bonne année! Bonne année! C'est la rentrée après les vacances de Noël. Oui! Alors, est-ce que le Père Noël vous a gâté cette année? Oui! Oh oui! Fortement. Moi j'ai eu une moto. Les totaux. Ah ouais, ok. Bon, bah, ça sert à rien qu'on dise nos cadeaux, nous. Hein. Il m'a pas gâté le Père Noël du coup. Ah, oui, non, non, alors, moi non. Moi si, le Père Noël m'a gâté. Bah si, il a la PlayStation 5. On m'a offert une PlayStation 5, merci beaucoup. Ah oui. À ma chérie qui a organisé tout ça. Elle fait un peu les meilleurs cadeaux. J'ai un compteur GPS de vélo, tu vois. Ah bah c'est J'en aussi avais un beau besoin. cadeau. Tu en rêvais? Oui. Et toi Simon, qu'as-tu eu? J'ai reçu un kilt et un nouvel objectif pour un appareil photo. Le kilt pour pouvoir faire comme les chambres noires, là pour le pouvoir par-dessus l'appareil photo. Voilà. Pour développer des photos. Pour sortir l'objectif, c'est ça. Ouais. Et Kepra, qu'est-ce que tu as eu pour Noël? Une place de concert, du livre, un pull, des choses T'as pas de tech? classiques, mais... Je veux dire une serpillière avec des trous plus grands pour les manches? Il me manquait justement bras. quelque chose pour descendre les poubelles. Eh bien, nous avons une petite annonce à faire. Proviseur en fait, Kepra. Ah, c'est moi le proviseur? Proviseur Sous-X, pardon. Proviseur Sous-X. Ah non mais moi j'ai pas envie de dire. T'as pas envie de dire? Alors Oh on va non. juste te dire que nous sommes pas loin du diplôme. Tout à fait. Pas le diplôme. Pas loin Certaines du diplôme. personnes sont d'ailleurs actuellement en stage d'apprentissage et on devrait Oui, ils font leur stage de fin d'année. quitter les cours jusqu'à la fin, jusqu'aux examens. On fait un petit coucou à Karen et Audrey. Coucou Karen et Audrey. Coucou Karen et Audrey, où que vous soyez dans votre stage. Une de ces deux personnes fait vraiment un stage en ce moment. Et l'autre est trop famous. Et l'autre a percé sur le YouTube Game. Voilà. Ah, c'est un peu ça, hein. Souvenez-vous de Cosmo Flash et Flash Team. L'école des facs, découverte. C'est un tremplin. Ah ouais. Elles finiront elles aussi bientôt à Radio France. Apparemment, elles ont mieux réussi le rebattu que nous même. Allez, on enchaîne. Julien, tu vas commencer, puisque tu avais l'air très très chaud tout à l'heure. Oui. Alors vas-y, crash ta haine. Cité, j'ai le droit de citer. Cité, ton électricité. Cité, me rend tout excité. Cité, c'est ça la densité. Danse, danse, danse. Approchez, approchez! Venez découvrir un spectacle pour petits et grands! Le cirque de la voiture électrique passe dans votre ville, alors ne le loupez pas! Un spectacle 100% écologique, garanti sans animaux! On y rigolera jaune souvent, et surtout, on ne prévoit pas d'aller ni vite ni loin! Juste une Ah, vous question êtes dans avant. l'ambiance? À fond là. La voiture que t'avais n'avait pas de... C'était pas une finition cuir
Non, microfibre, comme Wow. beaucoup de Oui, le voiture fameux maintenant. cuir Alcantara. Exactement. Alors, bonsoir tout le monde. Dans cet épisode spécial Rex, ou retour d'expérience, parce que c'est un épisode un peu retour d'expérience, avec aussi la chronique de Kepra, je vais vous raconter comment j'ai galéré avec une voiture électrique en France. Alors ce récit, je fais des petits disclaimers. Ce récit, bien que véritable, a sûrement une probabilité faible de se reproduire. En effet, j'ai cumulé toutes les merdes possibles, malgré mon anticipation du trajet. Mais ce que je raconte, c'est bien produit à 100%. Je le sais parce que je garde un œil sur Simon, qui va contrecarrer ma chronique juste après. Pour fêter Noël en famille, je suis parti en Normandie depuis la Suisse. Le trajet se décompose en 3 actes. Le train de Lausanne à l'aéroport de Genève, l'avion de Genève à Orly, puis la location d'une voiture d'Orly en Normandie. Ce dernier tronçon fait 220 km à 90 ou 90% d'autoroute. Je le précise parce que ça a son importance. Donc, en réservant mon véhicule chez Europcar, n'allez pas louer chez eux, je choisis la Kia Kona. Alors, bien que ce nom soit un petit peu, comment dire, étrange en français. Tu sais, on a l'Audi e-tron aussi, donc ça va. C'est vrai. Avec une autonomie annoncée de 480 ou 480 km. Alors déjà, on va parler de ces autonomies. Ceci est la figure audio pour les guillemets. Donc ces autonomies. Quand un constructeur annonce une autonomie sur une voiture électrique, on parle de cycle mixte. Comprendre, rouler un peu en ville, un peu sur de la nationale et un peu sur de la voie rapide. Bon, c'est pas nouveau. Les véhicules à moteur thermique, que j'appellerai plus tard les thermiques, utilisent le même procédé. Donc, bien sûr, quand on roule en ville et quand on roule sur voie rapide, on ne consomme pas l'énergie, qu'elle soit électrique ou provenant de l'essence, Pétrole. de la même Ouais. manière, du pétrole. Et c'est généralement un kilométrage qui est très adapté à un temps de printemps ou d'automne et pas d'hiver ou d'été où la clim ou le chauffage tourne à fond. Par exemple, c'est un petit point de détail. Donc, quand on vous annonce 480 km, il faut se dire que si on va faire de la voie rapide, on peut enlever 30% de cette distance en autonomie. Parce qu'une voiture électrique consomme beaucoup au-delà de 80-90 km/h. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'aujourd'hui encore, une des grandes différences entre du thermique et de l'électrique, c'est cette autonomie, parce que aujourd'hui, la plupart des véhicules électriques ont une batterie qui n'est pas l'équivalent d'un réservoir d'essence standard de 40-50 litres. Ça a son importance aussi. Bref, j'arrive avec avec ma valise et mon sac à l'agence Europcar dans le parking 3 de l'aéroport d'Orly. Je prends les clés et puis j'arrive à la voiture. Là, je découvre que ce n'est pas une Kia Kona, mais une Lexus 300 USE. Alors, Grand luxe. pour ceux et celles qui ne s'y connaissent pas en marque automobile, Lexus, c'est une marque plus premium que Kia. C'est un peu comme comparer Audi et Citroën ou Samsung et Sagem. Voilà. Je fais 2 comparaisons qui devraient parler à tout le monde. Je mets le contact et je découvre une autonomie annoncée de 290 km ou 290 km. Je me dis, ça va être juste pour faire mes 220 km. Heureusement, j'ai téléchargé 2 applications indispensables pour mes trajets en électrique. La première s'appelle ChargeMap. Elle fournit tous les points de charge selon les critères qu'on rentre. Quel type de prise, quelle est la puissance électrique qu'on veut, est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est accessible 24 heures et 7 jours sur 7. Et la deuxième application s'appelle A Better Route Planner. C'est un outil de planification de trajet en véhicule électrique. Donc vous rentrez votre véhicule, votre niveau de charge, où est-ce que vous allez, où est-ce que vous êtes, et lui vous fait un itinéraire en disant il faudra que tu t'arrêtes ici, tant de temps pour recharger tant de pourcentage, etc. C'est super bien foutu. Et là tu te dis putain, si tout ça marchait, ce serait trop cool. Non. Bim bam boum, je saisis les infos et donc A Better Route Planner me dit que je devrais m'arrêter à mi-parcours sur une aire d'autoroute pour 30 minutes de charge rapide. Donc je pars et effectivement, je vois l'autonomie de la voiture fondre comme neige au soleil. J'arrive 100 km plus loin, donc à mi-parcours, sur la fameuse aire et là, tristesse, la borne ne fonctionne pas. Donc,
avant de me rendre compte que la borne ne fonctionne pas. Je dois télécharger une application sur mon téléphone qui s'appelle Fresh Miles, me faire un compte, réserver la borne, rentrer mon numéro de carte bleue, sélectionner le type de prise, brancher la prise sur mon véhicule et lancer la recharge. Sauf que ça ne marche pas. Et là, c'est le début des emmerdes. Alors, sans vous spoiler le reste de toute ma chronique, on arrive à un des 2 points névralgiques du problème de l'électrique en 2022, les différents standards pour charger une voiture. Aujourd'hui, il en existe au moins 3. Alors, quand je parle de standards, rappelez-vous, dans les années 2000, quand on avait des téléphones portables et qu'il fallait les recharger, si on prenait pas son chargeur avec soi et que son pote chez qui on allait dormir avait pas la même marque de téléphone que soi, et encore parfois même dans la même marque c'était pas la même chose, et ben on pouvait pas recharger son téléphone, parce que chaque constructeur, que ce soit Nokia, Sagem, LG, ils avaient leur propre prise d'alimentation qui était souvent un cercle mais avec un diamètre différent, donc ça marchait pas de faire rentrer un adaptateur Nokia dans un téléphone Sagem. Bah, la voiture électrique c'est pareil, c'est cool hein. En électrique, il existe 3 grands standards en Europe. Il y a ce qu'on appelle le Type 2, le Combo CCS et le CHAdeMO. Toutes les voitures possèdent 2 de ces prises pour pouvoir se recharger, soit en courant continu, soit en courant alternatif. Et c'est quoi la diff, Jamy ? Bah c'est simple. Le courant continu, ça permet de faire des recharges dites rapides. Comptez 30 minutes pour recharger 50% de la batterie. Même parfois plus. Quand l'alternatif, bah c'est lent. Par exemple, sur ma Lexus, qui bridait la puissance à 6 kW contre 50 kW en continu, une recharge complète prenait 6h30. Il va y avoir des trucs à faire autour de sa voiture hein, pendant 6h30. Retour sur la station, je me dis bon, on va les pousser jusqu'à la prochaine station parce que on va bien en retrouver une qui fonctionne. Patatras, j'arrive sur une station à essence qui n'a pas de recharge. Parce que aujourd'hui en 2022, il n'y a pas de borne de recharge sur toutes les stations essence sur autoroute en France. Super! Et là, je vais rentrer dans un mode qui va m'accompagner pendant ces 5 jours de location de voiture électrique, qui est le mode survie. Donc, comme l'a dit Simon, on met pas le chauffage, parce que le chauffage c'est 40 km d'autonomie. Donc on met sa doudoune, on met des gants à bonnet, et on conduit en hiver comme ça. C'est ça conduire une électrique en 2022 en hiver. Quand c'est une électrique de merde, comme cette putain de Lexus 300 USE. Et puis on ouvre ChargeMap, et puis on cherche une borne pour pouvoir se plugger. Donc ce sera des bornes courant alternatif, hein, vous oubliez le continu. Donc là je trouve, et c'est souvent sur un parking de supermarché qu'on trouve ces bornes, une borne gratuite à 10 km. Donc j'y vais, mon autonomie est de 50, ça passe, j'arrive sur le parking d'un Lidl, et là les 4 bornes sont utilisées. Car oui, aujourd'hui en France, quand on fait de l'électrique, souvent les bornes gratuites ne sont pas disponibles. Parce que c'est ça, voyager en électrique. C'est un peu comme prendre le transsibérien. L'important, ce n'est pas la destination, mais la contemplation des paysages à l'arrêt. Alors, bon, je pense que les paysages sauvages de la Russie, c'est un peu plus sympa que les zones industrielles de la banlieue de Rouen. Mais il faut avoir ça dans l'esprit. C'est un voyage. 15 minutes plus tard, une place se libère, je me branche, et là la voiture me dit 6 heures pour une recharge complète. Donc je regarde un épisode de Rick et Morty sur mon téléphone, et puis je repars sur l'autoroute, car j'ai vu sur ChargeMap que la prochaine aire d'autoroute, qui est une aire Total Énergie, a une borne qui fonctionne en CHAdeMO. Et là, ça sera la seule... CHAdeMO, pardon. Là, ça sera le best du best. Je vais faire 80% en 50 minutes. Jamais de mon séjour, je n'aurai une recharge aussi efficace que celle-là. Je revis. J'arrive finalement à destination en 4h30 plutôt qu'en 2h avec une voiture thermique. C'est incroyable. Et ce n'est pas fini. Car oui, je découvre lors de mon séjour en Normandie que les bornes sont souvent vandalisées. Parce qu'on n'a que ça à foutre. On leur arrache les capots, on casse les prises au bout des câbles. Parce que oui, il y a des gens qui n'aiment pas les voitures électriques. Car ça leur pique des places pour se garer. Et ça, c'est inacceptable. Je tape sur mon bureau tellement c'est inacceptable. Alors, aussi, là, pour certains, les véhicules électriques, c'est un symbole de progressisme. Par exemple, en Allemagne, il y a des militants qui mettent de la viande hachée dans les prises des bornes électriques. Car oui,
On veut les faire chier, puis c'est souvent des végétariens ou des véganes, je suis sûr, ces écolos qui roulent en électrique. Aux US, il y a des automobilistes qui garent leurs énormes pick-up Ford 150 sur des parkings de recharge Tesla. Parce qu'en fait, ils occupent la place, donc tu peux pas accéder à la prise s'il y a une voiture dessus. Ça a un nom, ça s'appelle le icing, et ça fait chier tout le monde. Alors j'ai mené ma petite enquête, et en France, il est difficile de mettre une organisation derrière ces saccages. Les gilets jaunes seraient la cible la plus facile, mais rien ne permet de faire le lien. Mon intuition, c'est que c'est plutôt de la bêtise humaine standard, qui pourrait tout aussi bien dégrader un abribus, parce que pourquoi pas, mais aussi, je pense, le manque de civisme des conductrices de véhicules électriques. Car oui, parfois, quand la borne veut pas débrancher ton câble, tu peux pas repartir. Parce que t'es attaché par ce câble électrique. Donc ce que tu peux faire, c'est forcer comme un connard sur la borne pour que le capot saute et que tu récupères ton câble et que tu te casses. Ça peut arriver. Alors, j'en suis où dans ma chronique? Pim pam poum. Voilà. Donc déjà que les bornes sont peu nombreuses à la campagne, si en plus elles sont saccagées, je vous laisse imaginer la galère que cela représente de pouvoir charger son véhicule. Donc sur un rayon de 30 km, j'ai trouvé une borne en CHAdeMO, une seule, avec du courant continu, qui fonctionnait qu'à 25 kW. Parce que oui, les bornes aussi ont une puissance estimée et une autre réelle selon le froid et la qualité du câble, notamment. Je vous la fais courte, mais lors de mon trajet retour, je suis tombé en panne. J'ai eu le coup de la panne en électrique, car l'autre énorme point noir sur le véhicule électrique en France, c'est l'hétérogénéité des réseaux de recharge entre les acteurs privés comme Tesla, EDF, Total et ceux des régions. On se retrouve à télécharger une application par réseau et parfois il n'existe pas d'appli. Pour ouvrir la borne, il faut la carte du réseau de la région. Et si on n'habite pas dans le coin, eh bien tant pis, parce qu'il n'y a pas un distributeur de cartes. C'est un truc, il faut aller sur internet, ou alors il faut aller en mairie, il faut déposer un formulaire, on nous envoie la carte, etc. Et c'est ce qui m'est arrivé, en fait, sur le trajet retour, dans la région de Rouen. Donc j'ai appelé le dépanneur, et en fait, ce qu'il aurait dû faire, le dépanneur, tout comme la même chose qu'il vous fait quand vous avez le coup de la panne, il vous emmène à une station essence pour que vous refassiez le plein et que vous repartiez. Lui, il a même appelé d'autres potes dépanneurs, il a été incapable de trouver, dans un rayon de 50 km, une borne accessible pour recharger la voiture. Pas une. Parce que dans cette région-là, il faut cette putain de carte de la région. C'est un scandale. Donc j'ai fini mon trajet en taxi dans un véhicule diesel, qui allait très vite. En conclusion, mon expérience aurait sûrement été tout autre si j'avais eu la Kia Kona, avec une prise combo CCS, qui sont bien plus présentes en France que les CHAdeMO, ou CHAmeNO, je sais plus comment je dois dire, qui est un standard des premières heures de l'électrique, et qui est surtout encore aujourd'hui poussé par les Japonais, mais qui est abandonné en Europe depuis 5 ans. Sauf que mon expérience révèle aussi toutes les failles du système actuel. Manque de bornes sur les autoroutes, au nombre généralement de 1 par aire, parce que ça aussi ça m'est arrivé. Au trajet retour, j'ai voulu charger sur une aire d'autoroute, j'ai attendu 45 minutes que la place se libère. Parce que vu qu'on met tous 45 minutes à recharger sa voiture, et qu'il n'y en a qu'une, faut faire la queue. Et puis dans les régions c'est encore pire. Donc ce qu'il serait bien, c'est que de standardiser les accès au réseau, arrêter de faire sa popote régionale et pousser un protocole commun pour payer. En 2022, un simple coup de sans contact avec sa CB devrait suffire. On en est encore loin. Voilà. Merci Julien pour ce retour d'expérience. C'est pas glorieux, hein. Non. Là j'en rigole, mais je vous assure que le dimanche soir, je suis parti 6 heures en avance pour prendre mon avion retour et j'ai loupé. Parce que j'ai mis 7 heures à arriver à l'aéroport. J'ai calculé, j'aurais été plus vite en vélo. C'est là que tu te dis, il y a peut-être un problème. Ouais, le vrai problème de départ, c'est Europcar qui te met pas la voiture que tu as demandé. Alors, qui me met pas la voiture que j'ai demandé. Et ça arrive souvent avec les loueurs. Et aussi qui ne me met pas de carte de recharge. Ouais, alors que c'est annoncé. Sur une thermique, c'est pas trop gênant parce que les essence ou diesel, c'est pas trop grave.
Mais là, tu te retrouves avec un protocole différent, une batterie. Enfin, c'est comme si on te tu réserves une bagnole qui est censée pouvoir te faire 800 bornes et on te donne une bagnole qui fait 200 bornes. Oui, c'est Enfin, vrai qu'il y a un vrai problème de définition des catégories chez les loueurs. Parce que du coup, s'ils t'ont refilé un 3 portes parce que tu avais pris une 3 portes mais que tu changes toutes les technologies derrière, ça n'a plus aucun sens pour de l'électrique. Oui. Ouais, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est, comme tu disais, l'infrastructure qui est pas présente, quoi. C'est encore le Far West, en France en tout cas. Et avant que Simon me démonte, je tiens à dire que je suis pas parti la faire au fusil. J'ai quand même étudié le truc, téléchargé l'application, etc. Et je me dis, mais quelqu'un, genre ma mère, qui est pas technophile, mais jamais de sa vie elle passera à l'électrique avant un grand moment, quoi. Parce que ma mère vit en résidence HLM et il n'y a pas de prise pour... Parce que tout le monde me dit, oui, mais si t'as une prise chez toi, ça va. Ouais, mais tout le monde vit pas dans un petit lotissement. Tout le monde n'a quoi. pas son garage, enfin perso, avec sa prise dedans, quoi. Donc Simon. C'est ça un petit peu. On attend tous la réaction de Simon, en fait. Simon, toi qui roules en électrique depuis moultes années. Donc moi je roule en électrique depuis un peu plus d'1 an. Je l'ai reçu en novembre 2020. Qu'est-ce que c'est ? Je vis en appartement au 5e étage, je n'ai pas de garage, donc je n'ai pas non plus de borne à domicile. Par contre, j'ai la chance de vivre dans un pays qui est déjà plus petit. Je reconnais que ça a de forts avantages et probablement plus civilisé en ce qui concerne les bornes électriques, vu que je n'ai jamais vu une borne électrique vandalisée. J'ai jamais vu ça en 1 an et demi, je n'ai jamais vu ça. Ça me paraît complètement fou. Alors forcément, vivre en Belgique, ça a des avantages. J'ai une partenaire qui vit à Bruxelles et quand je vais chez elle, je peux faire avec moi. Donc je roule en Kia Iniro, qui est annoncé plus ou moins avec c'est le gros modèle que j'ai niveau motorisation. Donc on est très très proche de ce que tu attendais avec le Kona que tu pensais avoir. C'est le même moteur plus ou moins. Okay. Donc c'est vraiment le volume du véhicule en lui-même qui est différent. Et qui, là pour le moment, en hiver, avec le chauffage, tu chauffes ta voiture à 21 degrés, je ne fais quasiment que de l'autoroute, j'ai une autonomie qui tourne autour des 320 km. Ce qui est déjà très correct, ça me permet de faire un aller-retour entre Liège et Bruxelles. Donc ça fait déjà quelque chose d'assez sympathique au niveau autonomie. J'ai du coup le connecteur, comme tu disais, le combo. Ce qui veut dire que sur les bornes Total Énergie en Belgique, il y a des bornes dans toutes les stations Total Énergie en Belgique. Mon véhicule vient avec une carte carburant, entre guillemets, enfin une carte énergie de chez Total, et donc je peux la recharger dans toutes les stations Total et même dans d'autres, sur tout le réseau quasiment en Belge. Je me suis pas encore retrouvé à un endroit où je ne pouvais pas la brancher, pour être plus clair. Parce que c'est le standard européen, le CCS. Tous les constructeurs le poussent maintenant. Voilà. Pratiquement tous les constructeurs le poussent. Et chez j'ai une question. Je peux recharger quand j'arrive dans une station Total sur les grosses bornes qui sont dans les stations-service ou sur les bornes recharge rapide. Je peux passer de 20% à 80% en une demi-heure. Ouais. Plus ou moins. C'est ce qu'on vend. Hein. C'est très très rapide quand tu fais un trajet assez long, tu t'arrêtes dans une aire de repos, tu mets ta voiture rechargée une demi-heure, tu vas faire une course, tu marches un peu, tu te dérouilles les jambes, ta voiture est chargée, tu peux repartir, quoi. Donc ça reste, pour un pays comme la Belgique, assez praticable. Chez vous, les autoroutes sont gratuites, hein ? Les autoroutes sont gratuites chez nous. Ok. Et du coup, est-ce qu'il est facile de passer de l'autre côté de l'autoroute ? Oui. Ok, comme en Suisse. Ouais. Ce qui n'est pas le cas en France, parce que ce qui est généralement, oui. T'as un pont, généralement, après, ils essayent, je pense, quand tu as... Enfin, généralement, en Belgique, tu as une station-service de chaque côté de l'autoroute au même niveau. Ouais. Elles sont toujours par paire, et quand c'est pas le cas, c'est généralement que tu as un pont juste avant ou juste après qui est renseigné, accès à la station-service, qui te permet d'aller vers la station-service qui est de l'autre côté de l'autoroute et de revenir ensuite. C'est généralement, c'est bien foutu. Quand je vous ai dit que j'ai fait une aire où il n'y en avait pas, en fait, il y en avait une borne, mais de l'autre côté. Sauf que tu peux pas y accéder parce qu'en France, sur les autoroutes, tu n'as pas l'infrastructure pour passer d'une station, enfin d'un côté à l'autre. Ouais, sur Paris-Lyon, doit y avoir 2 fois la possibilité de faire ça. Tu dois avoir 2 aires d'autoroute max.
où tu peux faire Sur Liège-Bruxelles, je dois avoir ça 20 fois, quoi. C'est sur En la Suisse, tu l'as tout le distance temps. comparable. Mais là, je parle évidemment des bornes de recharge ultra rapides. Au travail, j'ai des bornes de recharge, c'est un véhicule de fonction qu'on nous a imposé dans la société. Donc, on avait le choix, soit c'est ça, soit vous n'avez pas de véhicule de fonction et vous recevez l'argent équivalent. Mais on a, je pense, je crois qu'on a une 40aine de bornes de recharge au travail, avec un système de réservation qui nous permet de faire un chouette truc. Tu réserves ta place pour le lendemain et t'as ta place avec une borne qui est disponible. Et dans Bruxelles, principalement dans Bruxelles, on a énormément de toutes petites bornes en zone résidentielle, en fait. Ce sont des bornes Total Énergie, de nouveau, qui sont disposées dans des points clés, même dans les petites zones résidentielles, dans les petits quartiers. Et tu as 2 places de parking ici et là, dans tous les quartiers, avec des bornes, mais qui sont là, par contre, des bornes de rechargement qui tournent à 6-7 kW. Parce que une borne rapide, ça fait un vacarme monstre. Ouais, Quand t'es à côté, c'est une soufflerie monstrueuse. Tu peux pas avoir ça en pleine zone résidentielle à côté des baraques. Enfin, c'est impensable. Donc, tu n'as que des bornes de recharge plus lentes. Et là, si je passe, généralement, je fais une recharge à 100%. Et si je fais une recharge de 20% à 100%, j'en ai pour 7 ou 8 heures de recharge, généralement. Ouais, c'est quelque chose dans ce genre-là. Mais là, tu es dans une zone résidentielle. C'est à 100 mètres de la porte de son immeuble. Je me gare là, je branche ma voiture. Et elle reste la nuit et je m'en fous. T'es pas bloqué comme tu peux l'être quand t'es dans un déplacement, que tu dois t'arrêter quelque part. C'est beaucoup moins compliqué. Je n'ai été qu'une fois en France j'avais été à Lille, où j'avais pu la garer dans un parking souterrain qui disposait d'une borne dans le parking souterrain. Ça, c'était assez pratique. Elle était protégée et je pouvais la recharger. Ça m'avait bien plu. Et en soi, Ça c'est reste un une grande ville. Ça reste une grande ville, on est d'accord. Mais ça reste un véhicule que j'affectionne tout particulièrement. J'avais une Skoda Octavia Combi avant, que j'aimais beaucoup. Mais j'ai eu un gain en confort, un gain en confort de conduite qui est complètement dingue. Ce sont des voitures, c'est incroyable à conduire. C'est vraiment super simple. Tout est automatique, forcément. T'as pas de vitesse, t'as beaucoup d'électronique embarquée, alors ça peut forcément devenir rapidement un point faible, parce que dès que l'électronique commence à déconner, t'as plus rien. Mais quand ça fonctionne, il faut admettre que ça fonctionne vraiment bien. T'as beaucoup de systèmes qui se mettent en place. J'aime beaucoup ce qu'il y a chez Kia dans le GPS, dans le système embarqué. Quand tu roules, elle va automatiquement te faire une liste sur ton trajet, par exemple, de tous les endroits où tu vas trouver des bornes, tous les endroits où tu as des bornes à proximité. Pendant que tu te promènes en ville, tu as tous les emplacements de bornes de recharge qui apparaissent directement sur les cartes, ce qui peut facilement aider. Et de nouveau, en Belgique, je peux plus ou moins me brancher partout avec la carte dont je dispose, ce qui est forcément moins vrai quand tu as un autre type de prise. Et si tu cherches à avoir des cartes régionales, etc. Ce qu'on n'a pas ici. On a une carte globale. C'est ChargeMap aussi, je pense, qui est ici. Mais plus ou moins toutes les bornes peuvent fonctionner avec ChargeMap. Donc tu n'as que celle-là à avoir et tu peux te brancher plus ou moins partout. Donc ce qui a l'air aussi beaucoup plus simple que ce qu'il y a en France. Et j'imagine que la taille du pays, la structure même de l'organisation du pays doit être très très avantageuse pour rouler en véhicule électrique, et même les distances, quoi. 300 km, tu peux partir de Luxembourg et arriver jusqu'à la côte belge à l'autre bout avec 300 km. Et plus qu'à la mettre rechargée là-bas, ta journée à la mer et redescendre. Enfin, on est sur un autre type de structure de pays et de besoins forcément. Le trajet que tu as fait, je l'aurais. Maintenant, je ne l'envisage plus avec mon véhicule à moi, tu vois. Je vais Et pourtant, c'est prendre possible. les transports en commun pour y aller. Je parle du trajet complet. Le trajet complet, oui. Parce que Orly et Normandie, Julien, tu disais c'est combien? C'est 220 220. Ouais. Donc ça fait 440. comme si tu traverses la Belgique, un peu moins. Oui, Mais alors, il y a deux choses. La différence se joue sur en fait l'infrastructure surtout en fait. Ouais. Et si on compte pas la prise, parce que et l'erreur de véhicule, qui a beaucoup pesé Alors, dans Tesla, la balance ici, quoi. Parce que en fait, j'ai fait un thread de ça.
Et il y a un mec, Benjamin Bellamy, je pense qu'il nous écoute. Il écoute plusieurs trucs de podcast. Et lui, il est franco-suisse, il habite à Genève. Et il est en Normandie, depuis la Suisse, avec une Tesla. Et il a eu aucun problème. Parce que Tesla, c'est les seuls qui ont construit, en plus de leur voiture, un réseau de recharge. Ce qui fait que dans le logiciel de la bagnole, est embarqué dans le GPS le fait que à un moment il faudra que tu t'arrêtes et en fait il te dit rendre ton trajet, ok, je vais à Trouville, bon, tu vas t'arrêter 2 fois, tu vas t'arrêter là, il y aura X places parce qu'en plus moi j'appelle ça des parkings Tesla, mais généralement les superchargeurs il y en a entre 4 et 10, donc il y a vraiment du nombre, et les voitures, en fait tu sais que tu t'arrêtes. C'est généralement pas sur les autoroutes, mais proche d'hôtels, etc. Donc tu peux quand même pareil comme sur une aire d'autoroute, marcher un petit peu le temps que ça recharge. Et lui, il a dit, j'ai eu aucun problème. Et on a exactement ça ici. T'as une fast charge de Tesla. Elle est à côté d'un des hôtels les plus luxueux de Liège, qui est juste à côté de chez moi. Et t'as plusieurs bornes qui sont là, qui sont destinées à ça. Donc ils se positionnent clairement avec leur véhicule près des hôtels qui correspondent à leur clientèle moyenne. Enfin, ils essayent de créer une facilité. C'est dans cet hôtel-là probablement que tu vas aller si tu viens à Liège. Donc tu auras la borne qui sera juste à côté. Enfin, ils essayent vraiment de mettre en place quelque chose, un service complet, quoi. C'est là aussi leur force. Hein. Et c'est ce que je disais aussi dans mon thread, c'est franchement, ce véhicule électrique, il m'a enlevé ce sentiment d'indépendance que j'ai eu quand j'ai passé mon permis et que j'ai eu ma première voiture, quoi. Où tu te dis, même si tu vas galérer, tu peux aller partout. Pas en électrique, quoi. Clairement pas. C'est une aventure. Mais t'es pas indépendant, clairement pas. Oui. Un peu la même sensation que quand tu as la réserve qui se déclenche sur l'autoroute, que tu sors à la première station essence que tu trouves et que tu découvres qu'en fait il n'y a plus de gasoil et ta voiture est diesel. Ouais. Et que derrière tu te mets à rouler à 70 pour atteindre la suivante. Sauf que quand tu vois le voyant, tu as à peu près la même autonomie que Julien sur toute la durée de son trajet. Généralement la réserve c'est 60-70 km. Non, tu peux faire un bon 100. Hein. Oui, je dis généralement. Tu peux faire un bon sens et tu roules pas trop vite. T'as une aire normalement toutes les 30-35 km sur l'autoroute. Oui. Sous-X, on l'a pas entendu. Non, mais moi j'ai plein de choses à dire, j'ai des questions à poser. Tout d'abord, merci Julien pour ta chronique Retex. Merci Simon pour ta contre-chronique Retex. Mais qui finalement va un peu dans le même sens que celle de Julien, c'est juste que le vécu est différent en fonction du territoire sur lequel tu roules, mais je confirme tout ce qu'il raconte pour le reste. Oui, mais en gros, ce que je retiens de ton périple, Julien, c'est que le problème, c'est les bornes, c'est pas tant la voiture. C'est pas la voiture, quoi. Si, parce que cette voiture-là, elle n'est pas adaptée à l'Europe. Oui, mais c'est pas de sa faute. Oui, mais c'est la faute de Europcar de t'avoir filé ce véhicule et que ça rentrait pas. Et dans c'est la les faute critères. de Lexus de pas mettre du combo CSS sur ses caisses comme tous les autres constructeurs pratiquement. Je vais aller chercher la liste, mais ils sont peu nombreux à faire encore du Demo ou Chameno. Oui, mais peut-être que Lexus est le prochain Apple et que tout le monde se pliera à son type de prise. Qui sait. Je trouve pas ça très écolo. Moi, on en a pas parlé de ça au niveau des batteries, et je trouve ça aussi difficilement envisageable de passer tout le monde à l'électrique, tout du moins dans la configuration actuelle des choses, puisque le nombre de voitures qui passent en 1 heure à la station essence, tu peux pas faire passer autant de bagnoles à charger en électrique. C'est pas viable. Donc effectivement, ce sentiment c'est même pas un sentiment. Cette praticité qu'on a avec les carburants fossiles, on l'a pas avec l'électrique aujourd'hui, et on n'est pas prêt, je pense, à l'avoir, à moins de charger sur l'autoroute les voitures via induction pendant qu'on roule. Et c'est pas le solaire qui va nous sauver. Donc pour le moment, l'électrique c'est juste un test et vous êtes les bêta-testeurs. Il y avait une autre possibilité aussi qui était d'avoir des batteries remplaçables et que tu puisses arriver à une station, on te débranche ta batterie, on te met notre batterie. La grande promesse de Renault à une époque, le swap de batterie automatique en moins de 5 minutes. Ils ont vite renoncé.
Tu m'étonnes, t'imagines l'infrastructure à gérer ce genre de trucs. Et puis le véhicule aussi, pour pouvoir faire un véhicule avec une batterie qui a une autonomie, on va dire, correcte et confortable, qui puisse être retirée. Quand tu vois maintenant les solutions qu'ils ont, comment les batteries sont intégrées dans le châssis, par exemple sur la plateforme de Volkswagen, ou même les Tesla, hein, C'est un peu le concept à vélo de la batterie du Angel Bike qui se barre dès qu'il y a la moindre secousse, apparemment. Ouais. Ça a pas l'air bien. Puis quand tu vois qu'ils arrivent déjà pas à se mettre d'accord pour mettre le même type de prise sur les bagnoles, de là mettre les mêmes batteries, il y a encore du chemin, quoi. Ouais. Alors, sachez qu'en 2021, 2020 même, 16 juillet 2020, même Nissan, qui doit être le ou l'un des plus gros constructeurs automobiles japonais, est passé au CCS. Donc en chat démo, il ne reste que Mitsubishi et un tout petit peu de Nissan. Et Lexus, du coup. Alors Lexus, ça appartient à Honda ou à Toyota. Et alors eux, moi je pense que j'ai eu un modèle ancien parce que normalement, je pense, ouais. ils ont dû passer en CCS aussi sur celui-là. Ok. Parce que même en Belgique, par contre, c'est super rare de trouver, à part les grosses bornes rapides qui disposent généralement des 3 connecteurs. C'est pas celui que tu trouves en premier, tu trouves le type 2 et le le combo, soit le type 2. Ouais. C'est tout ce que tu trouves. Et c'est ce que je trimballe dans mon corps. J'ai un câble pour pouvoir brancher sur les bornes que tu trouves en ville. Bah, c'est des types 2 et t'as jamais de chat démo, quoi. À ça, j'ajoute aussi que c'est dangereux. Tout du moins, alors je parle pas des Tesla parce que Tesla a vite identifié le problème et apparemment n'a pas fait passer le mot à ses petits copains. Mais une voiture électrique, c'est un frein moteur de bâtard. Ce qui fait que les gens. Que tu peux régler, hein. Ah. Ouais. Sur tous les modèles. Moi, sur mon modèle, j'ai 3 niveaux de frein moteur. 3 niveaux, ouais, c'est ça. Ouais, que tu peux choisir en fonction si tu es en ville, si tu es sur autoroute, tu vas vraiment pouvoir automatiquement mettre en niveau 3. Dès que tu lèves le pied, elle freine super fort et si tu le mets à 0, elle va continuer en roue libre comme si tu étais en thermique. Donc ça, c'est toi qui choisis. Et bah, tu peux choisir ton niveau de départ dans les options. Tu règles, en fait, c'est la récupération d'énergie. Plus elle récupère d'énergie et plus elle freine fort quand tu relâches. Eh bien, je pense que tout le monde a mis sur je récupère à fond de l'énergie et j'ai un frein moteur de bâtard. Le petit souci, c'est qu'ils ont oublié de faire en sorte que les feux arrière s'allument quand tu as ton frein moteur qui quasiment stoppe ta voiture et que automobilistes comme motocyclistes pour peu que tu sois pas très très attentif, t'as vite fait de bouffer la voiture devant toi qui est en train de lâcher l'accélérateur. Donc voilà, Tesla s'est vite aperçu du souci et donc a fait en sorte que ces feux d'arrêt et de freinage s'allument quand tu lâches l'accélérateur. Mais pas tous les constructeurs, il y a eu beaucoup d'accidents qui ont connu ce cas. Et dernière petite remarque, c'est au niveau du prix. Parce que autant c'est écolo alors c'est long, mais écolo de recharger ta voiture quand tu la branches chez toi. Et j'ai hâte de voir des HLM avec de tous les balcons descendre des tonnes et des tonnes de rallonges de 15-20 mètres, comme on avait dans le 93, tout un tas de paraboles à toutes les fenêtres. Mais quand tu recharges sur un superchargeur, c'est le prix d'un plein d'essence multiplié par combien? C'est hyper cher, apparemment. Ah non, au contraire, ça coûte rien. Charge complète, c'est entre 11 et 15 balles. En supercharge? Ah ouais. Peu importe, en fait, c'est la quantité d'énergie que tu consommes. Ton constructeur, enfin le constructeur de ta bagnole en général te refile une carte qui est associée à un réseau ou plusieurs. Et normalement, tu as des tarifs préférentiels sur ce réseau. Après, de ce que j'ai pu lire, t'as aussi, si jamais tu recharges sur un réseau où tu n'es pas, t'as pas de tarif préférentiel, ils peuvent se faire bien plaisir. Ouais, parce que j'étais tombé sur un article où il disait que le mec avait fait sa supercharge à 80%, il avait payé plus de 80 balles, quoi. Ah non. Bah ça c'est alors, en fait quand tu... Faut vraiment tomber dans un cas particulier de... En fait, faut que si tu laisses ta caisse, en gros, si tu laisses ta caisse sur la place, genre vraiment tu pars toute la journée, parce que tu payes... En fait, t'as deux variantes, un peu comme le taxi, quoi.
t'as la variante consommation électrique et la variante temps passé sur la place, qui est un truc qui prend pas trop de trucs, mais qui peut être incrémental. Parce qu'il m'est arrivé cette galère, je ne l'ai pas dit dans la chronique, mais une autre de mes galères. Premier soir, j'arrive donc à Trouville, je prends une borne payante que je branche avec mon câble. Je vais au resto, je vais au casino avec des potes, je reviens. J'avais passé donc 3 heures sur la place et ça aurait dû me coûter 3 € entre la recharge qui était faible parce que c'était du 6 kW et le temps passé. Donc 3 balles pour regagner, je sais pas, je dois regagner quand même la moitié de ma charge. C'est plutôt honnête. La borne ne fonctionne pas. Elle ne rend pas mon câble. Donc moi je suis pas un teubé qui force le truc. Il y a un numéro de hotline, t'appelles. Le mec arrivait à rien faire à distance, donc il dit demain matin, première heure, il y a un technicien qui passera et qui débloquera votre câble, il vous appellera, viendra le chercher. Bon soit. Je pouvais me débrancher quand même, c'est juste que je pouvais pas récupérer mon câble, qui est un truc important parce que si t'as pas ton câble, à 90% des bornes, tu peux pas y accéder. Ouais, c'est un adaptateur en fait. Non, c'est vraiment un câble. En fait, dans les bornes, la plupart du temps, c'est juste une prise femelle. Donc, tu branches ton câble et tu branches aussi sur la voiture et puis c'est parti. D'accord, ok. Donc, je rentre chez moi quand même. Le mec m'appelle, etc. Et puis il me dit, par contre, regardez bien votre facture parce que si la borne s'est pas arrêtée, au bout de 4 heures, le coût du stationnement explose. Pour éviter en fait que les gens restent sur cette putain de place. Ouais. Et effectivement, en débloquant le truc, j'ai reçu une facture de 46 €. Donc j'ai appelé le support pour dire je vous ai appelé, etc. Ils ont été super cool et super efficaces. Ils m'ont recrédité 43 balles parce qu'effectivement j'avais que 3 € de consommé. Mais il y a quand même un système qui est fait que les places pour recharger doivent servir vraiment qu'à recharger, sauf dans les parkings souterrains. Mais dans l'espace public, normalement tu la recharges et tu la reprends et tu la gares ailleurs, quoi. Et gros avantage financier avec le véhicule électrique, c'est que tes entretiens ne te coûtent quasiment rien. Parce que tu n'utilises beaucoup moins tes freins, t'as beaucoup moins d'usure sur tout ce qui est moteur, t'as pas de changement d'huile, etc., etc. Les entretiens, c'est vraiment une formalité qui coûte quasiment rien. Et ça, tu peux assez rapidement récupérer aussi le surcoût à l'achat du véhicule, quoi. Entre ça et la recharge qui coûte beaucoup moins cher que le carburant, il y a moyen très rapidement. Je ne sais plus en combien de temps ils avaient calculé l'amortissement. Je crois que c'est en 2 ans, t'as totalement amorti le surcoût, quelque chose dans le genre. Peut-être même moins. Ouais, puis encore maintenant le surcoût, ça commence. Les véhicules électriques, ouais, c'est vrai que ça commence à baisser. T'arrives à trouver des véhicules neufs à 40 000 balles. Ce qui est cher pour beaucoup de personnes, mais un véhicule équivalent, tu t'achètes une Golf, t'es au même prix, quoi. Ou une petite Audi. Et généralement, les niveaux de finition et de confort des véhicules électriques dans ces gammes de prix là sont quand même plus élevés que des entrées de gamme en véhicules thermiques. Quand tu vas vers des constructeurs, on va dire historiques, quand tu vas chez Tesla, c'est un peu qui tout double la qualité de la finition du véhicule. Ouais, selon si elle sort de l'usine chinoise ou allemande. Les prestations sont élevées, mais la finition est aléatoire. Surtout si elle sort d'une usine américaine. Quelqu'un a-t-il quelque chose à rajouter ? Rien de plus. C'était déjà pas mal, je pense. On va pouvoir passer au retour d'expérience de Kipre à propos d'un jeu crypto-monnaie. Tout à fait. J'ai décidé en ce début 2022 de revenir vers vous sur une expérience de ce dernier mois où j'ai expérimenté le Play to Earn en crypto. En préambule, parce que je suppose que le sujet peut faire polémique, je voulais poser un petit contexte personnel qui est que je perds déjà
du temps sur des casual games, ces jeux sur mobile totalement idiots où vous ne faites rien si ce n'est perdre du temps. On va pouvoir se dire peut-être que ça libère les méninges et que donc le temps passé est peut-être bénéfique, mais c'est un petit peu plus du temps perdu qu'autre chose. Et les rares jeux que j'achète le sont généralement avec la Steam Money, cet argent accumulé suite à la vente d'objets numériques obtenus à la force du temps passé à jouer sur Steam. Donc finalement dans les jeux, j'étais déjà un petit peu dans une certaine monétisation. Et en plus de ça faisait quelques mois que je m'intéressais de plus près à la crypto. C'est donc une bonne occasion de plonger dans ce monde. Et à partir de là, pour inaugurer cette année 2022, c'est un petit peu de l'improvisation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'une des raisons aussi qui m'a poussé à faire ça, c'est l'engouement qu'il y a eu ces derniers mois, et surtout à l'été. Vous aviez peut-être entendu parler de Axie Infinity, le premier jeu Play to Earn qui a réellement fait parler, en grande partie pour son esclavagisme de Philippins. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ce jeu, où en fait il y a des gens qui achètent 3 petits monstres qui vont affronter d'autres petits monstres, et le principe est que les gens, vu que ça prend du temps de jouer, ils mettent leur petits monstres, leur équipe de petits monstres en location payée à la commission à des joueurs. Et donc, les Philippins sont très actifs, les Sud-Américains ont un peu pris le relais, mais donc ils récupèrent 20, 30, 40, 50% des gains de leur partie. Et le reste va au manager qui a acheté ces équipes pour quelques centaines de dollars au début, quelques milliers de dollars à la période faste du jeu, et ensuite c'est vite redescendu. Toujours est-il que moi, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de découvrir cette expérience-là à peu près dès le début d'un jeu. En tout cas, assez tôt, on va dire early, comme on dit dans le milieu, être early sur un jeu. Et pour ça, j'ai rejoint une guilde, donc une équipe avec des gens qui, eux, sont suffisamment connaisseurs dans le milieu pour savoir quels jeux sont intéressants, comment ils sont, comment on peut rentrer dedans, etc. Et cette guilde, il s'avère qu'il proposait quelque chose d'assez intéressant. Et c'est là que dès l'entrée dans la guilde, il y a une partie économique. C'est que si on est prêt à miser sur la guilde, à staker, comme on dit dans le milieu. Vous allez voir que je fais beaucoup d'anglicisme dans cette chronique parce que ça ne parle qu'anglais. Donc si on est prêt à risquer un peu de son budget sur un jeton, un token de la guilde, alors on se voit attribuer sur tous les jeux qui seront joués par la guilde 90% des revenus sans avoir à investir quoi que ce soit d'autre de sa poche. Donc j'ai sorti $200, parce qu'on parle beaucoup en dollars aussi, c'est le monde de la finance, on parle beaucoup en dollars. Donc j'ai sorti $200 que j'ai mis dans cette guilde et ça m'a permis d'entrer. Mais c'est la première étape qui montre bien, et moi c'est ce qui me plaît parce que c'est le côté exploratoire et totalement hors des sentiers du grand public et où on expérimente des choses qui deviendront peut-être utilisées par le commun des mortels ou peut-être pas. C'est qu'il faut déjà y entrer. Et qui dit jeton dit qu'il faut acheter ce jeton. Et donc pour acheter le jeton, il faut avoir un portefeuille, un wallet. Le wallet le plus courant, étant donné que ce jeu est sur une technologie basée sur Ethereum, une sidechain. Vous allez voir, ça continue sans arrêt, je pense, les anglicismes. C'est MetaMask. Et donc j'ai paramétré mon petit MetaMask. J'avais acheté la monnaie de la chaîne en question qui s'appelle le Matic sur le réseau Polygon, et il a fallu que j'aille échanger mes Matic contre le jeton de la guilde. En l'occurrence, on ne fait pas de pub pour la guilde parce qu'il y a beaucoup trop de monde déjà qui a rejoint, donc pour l'instant on n'en parle pas, donc je resterai secret sur celle-ci. Mais il faut donc aller sur un certain site qui s'appelle KyberSwap, sur lequel j'indique que je veux échanger des Matic que j'ai mis sur mon MetaMask pour les échanger contre le jeton de la guilde, mais qui n'est pas référencé sur le site. Donc il faut que j'ai obtenu l'adresse du contrat
de ce fameux jeton pour le mettre dans la monnaie d'échange. Donc je définis l'échange, je valide l'échange, j'obtiens mes jetons, je vais sur le site de la guilde, la D-App, comme on dit, l'application décentralisée. Et je fais mon petit échange, je rejoins le Discord de la guilde parce que tout se passe de nos jours, j'ai l'impression, dans tous les secteurs d'activité sur Discord, et en particulier sur ces sujets-là. Donc je rejoins le Discord, on me reconnaît comme ayant bien mis le montant, et quelques heures ou quelques jours plus tard, mais c'était allé assez vite, j'apprends que j'ai récupéré un Pégase. Et oui, parce que le jeu auquel je joue en premier, c'est Pegaxi, qui permet de faire courir des Pégases. Et quand je dis qu'on prend les choses early, c'est que là on est vraiment en phase bêta du jeu, où c'est un système aussi bête et méchant que les jeux que vous pouvez voir à la fête foraine, où globalement il y a 12 chevaux sur un environnement 2D qui courent ensemble, et c'est en système pour l'instant RNG, donc le système purement randomisé, aléatoire, qui définit qui va arriver à quelle position. Et si vous arrivez dans les 3 premiers, vous gagnez un peu de jetons. Et oui, encore des jetons. Parce que le jeu est basé sur des jetons qui sont sur des places de marché également. Et donc là, en l'occurrence, moi, je gagne des Vises, des Vigorus. Et au moment où j'ai commencé à jouer, donc j'ai fait mes premières courses, et ma première journée, j'avais dû gagner 1000 Vigorus. Ça a beaucoup baissé depuis, mais il y avait 1000 Vigorus, et le Vigorus était à 0,12 $. Donc j'avais gagné en un jour $120, ce qui est plutôt raisonnable pour avoir cliqué 25 fois sur lancer la course et juste avoir fait autre chose entre temps. Donc ça m'avait pris à peu près 5 minutes de mon temps. Donc on n'en est même pas à du play to earn, on est plus sur du click to earn, mais pourquoi pas. Et donc en parallèle de ça, le gros de l'activité se fait sur l'achat-vente des fameux Pégases, parce que les Pégases peuvent s'accoupler, faire des bébés, et donc les gens revendent les bébés pour d'autres personnes qui souhaiteraient les faire courir, les mettre en location, et donc le business est aussi sur une place de marché de location. Donc vous pouvez vous rendre sur la place de marché et trouver des gens qui veulent faire de vous leur esclave en vous rétribuant avec la modique proportion de 5% pour vous, 95% pour le propriétaire du Pégase, ou lorsqu'ils sont vraiment très généreux, à peu près 20%. Autant vous dire que je n'aurais pas forcément prolongé l'expérience dans ce sens-là. Pour rester sur ce jeu avant d'étendre à d'autres, ce qui est intéressant, c'est que on arrive vite à des limites en fait de la chose, parce que en fait plus le jeu devient populaire, plus les gens jouent et revendent le jeton, le fameux jeton Vise. Donc en fait les gens jouent. Et s'il n'y a pas d'usage qu'on peut faire de ce jeton, la seule chose qu'on fait quand on peut le récupérer, sur ce jeu-là, c'est tous les 15 jours. Donc on peut demander à récupérer ces jetons sur son wallet MetaMask. La seule chose qu'on a à en faire, globalement, c'est soit parier sur l'avenir et se dire le jeton va prendre de la valeur et le garder chez soi, soit l'échanger parce qu'on se dit qu'on va l'investir mieux dans un autre endroit. Et donc, on arrive dans des situations où le jeton perd en valeur. Donc, c'est vraiment, à chaque fois, il y a de l'économie. S'il y a plus de ventes que d'achats, s'il y a plus de volonté de vendre que d'acheter, eh bien, le jeton perd en valeur. Et donc, le jeton est descendu jusqu'à 0,03 $ avant de remonter actuellement à 0,07 suite à une décision entre certaines guildes de dire on se met d'accord sur le fait qu'on limite les rémunérations de nos petits stagiaires, apprentis, coureurs à 30%. Parce que jusque-là, il y en avait qui allaient jusqu'à 50, 60, etc. Ma guilde est totalement contre ce principe, et donc nous restons à 90%, tant mieux pour moi. Voilà, donc ça c'est le premier jeu, et en fait c'est vraiment la phase bêta, parce que dans les mois qui viennent, donc tous ces jeux sont basés sur des white papers, donc des livres blancs, des choses qui décrivent comment va fonctionner le jeu, quelles sont les monnaies qui sont utilisées, comment sont valorisées les monnaies, quelles sont les utilités qu'on pourra en faire de ces monnaies, comment le jeu va fonctionner. Et donc là le jeu va permettre de jouer bientôt en 3 dimensions, ce que je trouve totalement
inutile, mais il va permettre de jouer en 3 dimensions, d'avoir des stades différents, d'avoir des capacités sur ces Pégases qui font qu'on est plus à l'aise dans des stades, dans certains stades plutôt que d'autres, d'avoir des systèmes d'attaque d'une ligne à l'autre de course. Donc bref, tout ça, c'est décrit dans le white paper sur les mois et années à venir, comment c'est prévu. Et c'est là-dessus qu'on parie un peu quand on joue. Et la guilde, son rôle, c'est aussi d'identifier les projets les plus prometteurs. Et donc il y en a actuellement 2 autres qui sont identifiés. Un qui est un RPG assez classique avec des petits personnages qui mènent des quêtes. Et donc il faut acheter un NFT, un petit personnage qu'on aura pour soi et qui servira à mener ses quêtes. Et en menant les quêtes, on remportera des jetons du jeu. En l'occurrence, là, c'est des jetons Raiders. Et avec ces Raiders, on peut aussi avoir des Aurum, qui est un deuxième jeton. Il y a souvent deux types de jetons. Et le deuxième jeu, qui est une simulation sportive pour un football manager. Et tout ça, donc c'est des choses qui pour l'instant sont embryonnaires et qui n'ont même pas commencé la partie Play to Earn, qui sont juste où les gens commencent à jouer et peuvent investir sur les jetons sans avoir la moindre reconnaissance de ce que deviendra le jeu. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette approche de guilde, parce qu'après je vais m'éloigner un petit peu pour partir sur rapidement d'autres approches. Oui. Donc pour être dans ta guilde, t'as dû lâcher des sous ou pas ? On peut être dans la guilde sans lâcher de sous. Okay. C'est juste que si on ne lâche vraiment rien, on n'est pas du tout prioritaire dans la liste des gens qui peuvent être ce qu'on appelle des scholars. Et dans ces cas-là, il faut attendre très longtemps. Et là, il y en a actuellement, et c'est pour ça que même le Discord a été fermé. Il y a 70 personnes qui ont mis au moins les $200 là, et 500 qui n'ont rien mis du tout. Donc il y a beaucoup de monde déjà qui attend d'avoir une place avec un Pégase. Et donc ce qui est intéressant, c'est que l'argent que j'ai mis, c'est pour avoir 90% sur ce jeu-là, mais sur tous les jeux auxquels jouera la guilde par ailleurs. Donc j'ai pas à remettre dessous, et ça a été remboursé quasiment instantanément, j'ai envie de dire, dès ma première période de 15 jours. L'argent, c'est la Podcut monnaie, on est bien d'accord, hein. Tout à fait. Je réinvestis 1% dans Podcut. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, vas-y, continue. Alors, la deuxième chose dont je voulais parler, c'est un jeu que j'ai découvert à travers cette guilde et dont j'ai parlé à certains d'entre vous. Je pense que Emmerich n'a pas pu, pour des raisons techniques, contribuer à cette magnifique aventure. J'ai été maudit. Mais c'est un jeu qui s'appelle... Bref et succinct. Qui s'appelle Sunflower Farm, un simulateur de ferme. D'aucuns le rapprocheraient de, c'est quoi, Stardew Valley, c'est ça ? Stardew Valley, ouais. Voilà. Donc un simulateur de ferme où on plante et on récolte à intervalles réguliers, en dépensant et en gagnant la monnaie du jeu, le SFF. Et donc là, on rentre dans des choses toujours aussi cryptiques, où cette fois-ci, KyberSwap ne supporte pas ce jeton. Il faut se rendre sur QuickSwap pour échanger toujours du Matic contre le SFF, et ensuite on peut lancer le jeu. Et ce jeu, en fait, quand il a commencé à faire parler de lui, ça a énormément pris. Il y a eu beaucoup de monde qui est venu jouer parce que globalement il y avait un retour sur investissement en 24 heures, en tout cas 24 à 48 heures. Donc ça a beaucoup attiré de monde et des bots, ce qui a mis un petit peu à mal le réseau Polygon sur lequel tourne ce jeu à travers son jeton SFF. Au point que il y avait tellement de transactions qui se passaient que pour s'assurer que les transactions étaient validées, il fallait augmenter le gaz. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu tous parler de ce terme, mais c'est le prix en fait qu'on paye sur les transactions pour rémunérer les intermédiaires, les mineurs. Mais là, c'est pas du minage type Bitcoin ou Ethereum où il y a des machines qui tournent en boucle, mais il y a des réserves de liquidité et donc on rémunère les intermédiaires pour que les opérations soient traitées. Et donc il fallait monter beaucoup. Donc sur tout le réseau Polygon, pendant la semaine où cette folie a duré, les transactions coûtaient
10, 20, 100 fois plus cher que d'habitude, en sachant que d'habitude sur ce réseau-là, ça coûte des pouillèmes de centimes d'euros, et donc ça devenait des dizaines de centimes d'euros. Donc on est loin de ce qui peut se passer sur Ethereum, si vous avez déjà entendu parler des frais sur Ethereum, qui sont de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'euros sur la moindre transaction. Ouais, parce que ce qu'il faut dire aussi sur le gas fee, c'est que plus tu mets d'argent, plus t'as de chances que ce soit exécuté. C'est ça, c'est pour ça qu'il y avait une course à monter les fees pour être sûr de passer en premier. Donc ceux qui mettaient le montant raisonnable voyaient leurs transactions rester en file d'attente pendant des heures et des heures. Et ce jeu a vraiment été codé avec les pieds, vu qu'il nécessitait de faire une transaction globalement après chaque action. Donc ça démultipliait les transactions, à l'inverse de Pegaxi dont je vous parlais tout à l'heure, où tout se passe dans le jeu uniquement, sans passer par la blockchain, sauf une fois tous les 15 jours, où là vous pouvez demander j'aimerais bien transférer mon argent sur mon compte. D'ailleurs, tout le reste... Ton cheval, c'est un NFT ou pas ? Alors mon cheval est un NFT, mais il ne m'appartient pas du coup. Moi je ne suis qu'un locataire, et c'est là où le jeu est très bien géré, parce que Axie, dont je parlais tout à l'heure, il n'y a pas d'interface dans le jeu pour gérer tout ça. Donc en fait, ça se passe de main à main, en fait, en faisant des petits échanges à droite à gauche, en disant tiens, voilà mon adresse MetaMask, tu peux me faire un contrat, un smart contract qui stipule que je joue avec ton équipe Axie et que je vais être rémunéré pour ça. Là, c'est directement dans l'interface du jeu. On saisit l'adresse de l'utilisateur à qui on veut partager, on fixe la rémunération et c'est fini. Donc tout est transparent au sein du jeu et dans la blockchain à ce niveau. Et donc le jeu Sunflower Farm, donc ça a fini par exploser au bout d'une semaine après sa célébrité, mais nous attendons la V2 avec impatience d'ici quelques semaines pour voir si ça refait à nouveau le bordel sur le réseau Polygon ou si ça a été optimisé. Et enfin, le dernier jeu dont je voulais parler, qui pour moi est ce qui est le plus grand public et qui potentiellement est l'avenir de ces choses-là, même si rien n'est fait. Il y a toutes les chances qu'on se retrouve sur un avenir qui est soit inexistant, soit pas du tout ressemblant à ce qu'on connaît actuellement. Mais c'est un FPS qui s'appelle Mini Royale, où en fait le principe est qu'on peut jouer à ce jeu sans même avoir de compte, donc en guest comme on dit, ou on peut avoir juste un compte, ou alors on a acheté des NFT avec ses personnages, ses casques, etc. Voire même on peut spéculer sur le jeu et donc acheter et vendre les jetons correspondant au jeu. Et le fait d'avoir ces NFT, ça apporte les personnages, mais ça apporte aussi, et ça revient à ce que j'évoquais tout à l'heure sur la valorisation des jetons, c'est qu'il faut donner une utilité et de la valeur aux actifs, parce que sinon ils sont revendus sans arrêt, et donc là il y a un système qui récompense les hodlers, les gens qui gardent le NFT, c'est-à-dire que saison après saison dans le jeu, il y a un boost dans le Battle Pass, donc il y a un système de Battle Pass, et si vous êtes possesseur d'un personnage du jeu, alors vous allez progresser plus vite dans le Battle Pass, vous allez avoir des récompenses plus intéressantes, vous allez gagner des jetons du jeu. Donc il est donné un avantage qui n'est pas dans le gameplay, mais dans les avancées dans le jeu à ceux qui possèdent le truc. Et je trouve ça assez intéressant de se dire on pourrait très bien jouer sans être obligé de faire ça. Mais on en revient à un point que j'observe en étant maintenant dans une communauté de fous furieux de ces choses-là, c'est que clairement il y a une plus grande appétence pour des acteurs indépendants, ou en tout cas qui sont nés de cette économie-là, plutôt que Ubisoft qui lance les NFT. En fait, ça fait crier tout le monde, que ce soit les opposants au principe même de NFT et de crypto-monnaie, que les gens qui sont déjà dans le milieu et qui n'ont pas envie de voir un Ubisoft intégrer ça parce qu'ils le font mal. Enfin, tout le monde rigolait aussi ils utilisent Tezos, donc il y a des guéguerres. C'est pas que je veux voir des NFT, je veux voir de la crypto dans les jeux. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?
Non. J'ai fait partie du petit périple. Oui, quel a été ton Sunflower. retour Quel a été ton retour sur ce périple Sunflower Farm? En fait, c'était drôle quoi, mais ça a duré très. En fait, donc oui, le jeu te faisait gagner limite. Donc en gros, tu plantais des trucs et toutes les 8 heures tu vas récolter. Donc, toutes les 8 heures, tu vas cliquer 20 fois sur un site internet, tu sauvegardes, donc tu payes tes 2-3 centimes la sauvegarde normalement, et tu gagnais, putain je sais plus, mais c'était genre 10 balles de la journée, un truc comme ça. Entre 10 et 15 balles la journée. Mais... Alors, il y avait rien de, comme tu dis, c'était du click to earn, parce qu'il y a, en gros, le jeu, il n'y a pas de jeu, quoi, c'est Farmville. Oui. Bah, Farmville est un jeu. Hein. Oui. Voilà, c'était de type Farmville. Mais pour le principe, c'était drôle, mais ce qui est encore plus drôle, c'est de voir les conséquences que ça a, parce que le polygone, la crypto-polygone, la technologie polygone, c'est celle qui est en train de pousser OpenSea. OpenSea, c'est la plus grande boutique de NFT au monde, pour contrer le gas fee d'Ethereum. Parce que effectivement, le gas fee sur Polygon, c'est rien, et sur Ethereum, c'est beaucoup trop. Donc c'est drôle de voir qu'un petit jeu... Alors, moi, la question que ça me pose, c'est, ok, donc le jeu te donne vraiment des jetons que tu peux après les changer dans une autre monnaie. Donc c'est comme si, je sais pas, t'avais des pesos péruviens et que tu gagnes gratos et que tu vas au bureau de change et que tu échanges pour de l'euro, quoi. Parce que c'était vraiment ça le principe. Donc, comment sont produits ces pesos péruviens et d'où vient leur valeur? Pour moi, ça reste encore un petit mystère, ce truc. De comment les mecs ont réussi à faire en sorte que des gens... Parce qu'en fait, je pense que derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont acheté vraiment pour monnaie sonnante et trébuchante ces fameux tokens SFF que le jeu redistribue aux joueurs. Oui. Et eux, c'est des sacrées baleines. Parce que ça vaut plus rien. Pour vous dire, en gros, le niveau de la devise, enfin du coin... je sais pas, moi quand je suis rentré, je crois que ça valait 1,5, on va dire 1,5 $ pour simplifier. C'est monté, je crois, jusqu'à 4 ou 6, je sais plus, mais en 24 heures, hein. C'est monté jusqu'à 6, c'est redescendu jusqu'à 1, c'est, je crois, remonté jusqu'à 1,5 ou 2 avant de totalement s'effondrer. Et je vous parle de ça, c'est en l'espace de 48 heures. Enfin, ça, au niveau de l'économie mondiale, tu fais ça avec une devise, mais les gens ils pètent un câble. Enfin, ça montre quand même bien un petit peu un des problèmes que peut avoir la dérégulation des coins, c'est quand t'as des manipulations de marché par des mecs qui trouvent une faille dans le jeu et qui se mettent à farmer comme des gros porcs les coins, ça dérègle vraiment tout le truc. Donc c'était une belle illustration. Ouais, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup en étant dans une guilde, parce que là, bon, ça se voyait, c'était flagrant que c'était un truc qui tenait pas la route et qui allait capoter à un moment ou un autre. Mais clairement, ils ont un regard très moyen et long terme. Alors le long terme est à redéfinir dans ces optiques-là, parce que clairement, tu te projettes à 5-6 mois au mieux, et puis après tu te dis, voyons déjà au bout de 3-4 mois ce qui se passe, et on commence à se couvrir pour sortir. Donc c'est pas des durées très longues, des temporalités très longues, mais clairement ils auraient jamais cautionné ce truc-là. Enfin, le truc, les gens quand ils en parlaient dessus, c'était non mais arrêtez de parler de ce jeu, on veut pas en entendre parler, c'est n'importe quoi. Donc ils valorisent quand même les projets justement qui ont une certaine pérennité, qui ont une certaine stabilité dans les jetons. Et là par exemple le Pegaxi, c'est cyclique, mais c'est cyclique comme le serait. Alors, on va me dire que la volatilité des crypto-monnaies est grande, mais il y a quand même des logiques de cycle qui sont suivies, à l'inverse d'un Sunflower où ça partait dans tous les sens, ça monte, ça descend, ça coule, voilà. C'était ouf. Et puis, en fait, ce qui est marrant, c'est que t'as des gens qui commencent à jouer au jeu, qui mettent un peu d'argent dedans, parce qu'il faut quand même, de base, fallait dépenser genre, on va dire 30 balles, je sais plus la somme, pour ouvrir ta ferme, débloquer dans le jeu les légumes et le slot suffisant pour pouvoir être rentable. Puis t'as des gens, ils ont dépensé 30 balles, voire
peut-être plus quand le cours était à 6, et en 24 heures, ils ont perdu leur thune, quoi. Oui, je pense qu'il y en a en plus qui n'ont pas pris le temps, ou bien chez qui ça a bugué, qui avaient acheté les... Je sais pas si tu avais acheté, Emmerich, les jetons quand tu as vu que ça ne marchait pas. J'ai pas pu acheter les jetons parce que moi, quand j'ai acheté des Matic, j'étais sur Coinbase. Et en fait, Coinbase, ils utilisent pas la chaîne Polygon pour les Matic. Ils utilisent Ethereum. Donc, problème, j'avais des Matic, j'avais des jetons Matic sur la chaîne Ethereum. Pour les changer de chaîne, c'est pas auto. Pour changer 30 €. Pour changer 30 € de Matic de chaîne, les gas fees étaient à 120 balles. 120 €. Mais c'est vrai que moi, c'est ça qui m'intéressait pas mal dans cette... J'ai laissé tomber. Donc j'attends Ethereum 2 pour... Oui, c'est ça. En attendant, j'ai mes Matic qui sont mais... coincés sur... En plus, ça m'a rien coûté de transférer mes Matic de Coinbase vers Metamask. De les transférer de wallet, les gas fees étaient quasiment gratos. Pourtant, mais après reconvertir, ça t'aurait coûté une fortune. Par contre, les ramener de Metamask à Coinbase, c'est 120 balles. C'est moche. Mais moi, honnêtement, même si je sais pas ce que ça deviendra et voilà, c'est depuis que je suis sur les internets, c'est le truc qui m'amuse, où je vois un côté Far West où on est clairement sur des choses qui sont pas du tout accessibles au grand public. Enfin, c'est comme quand on voyait des gens qui critiquaient Internet à l'époque en disant mais il y a pas de vidéo donc ça sert à rien ou je sais pas quoi. Et où en fait c'est juste que les choses sont totalement balbutiantes et donc on a des technologies qui sont utilisées qui n'ont aucun sens. Là, le Pegaxi, le Sunflower, ça ne marche absolument pas sur mobile alors que tout n'est pensé que sur le mobile d'abord. Enfin, c'est que des choses qui n'ont aucun sens en termes d'utilisation pratique par le grand public. Et je suis persuadé que de la même manière qu'on pouvait se dire que des services n'allaient aller nulle part il y a 25-30 ans, il y aura certaines bribes de tous ces trucs-là qui ressortiront, qui tireront leur épingle du jeu et qui deviendront des choses utilisées par n'importe qui, tout le monde et n'importe qui, dans quelques années, sous une forme très différente de ce qu'on a là. Et ça m'amuse de voir les coulisses de cette période pré-démocratisation. Juste si je puis me permettre, avant que Sous-X prenne la parole, ce qui t'amuse, entre guillemets, c'est pas le jeu, parce que après Sunflower, j'ai fait quelques recherches sur les Earn to Play, et je trouve aucun plaisir vidéoludique dans tout ce que j'ai pu voir. C'est des courses de chevaux, c'est de la gestion, c'est de la simulation de course automobile, mais je trouve qu'il y a très peu de jeux où tu joues. Vraiment. Le Crypto Raiders, là, donc le RPG dont je parlais, c'est vraiment un RPG avec des quêtes, avec des vrais. Donc c'est un vrai système RPG. Donc les fans de RPG peuvent totalement s'y retrouver. Je parlais d'un simulateur de gestion de club de foot. Ça, pareil, t'as des gens qui sont addicts à Football Manager ou je ne sais quoi. Donc après, en effet, on n'est pas sur les AAA, et ça, je sais pas si on le sera un jour et si c'est souhaitable. Mais clairement, on n'est pas sur un parallèle entre toute l'industrie vidéoludique et le play to earn. Petite question pour que je sois bien sûr de tout comprendre. Est-ce que c'est du minage ludique ou est-ce que c'est juste un blanchiment d'argent de niche ? Honnêtement, c'est très compliqué. La réponse est oui. La réponse est oui. De toute manière, le blanchiment d'argent, cet argent en soi n'existe pas tant que tu ne l'as pas sorti. Donc là, c'est pas des endroits qui te permettent de sortir l'argent qui aurait été pris d'une certaine source et le transformer en argent sonnant et trébuchant. Donc tu ne peux pas blanchir d'argent en utilisant ces leviers. Oui, mais comme disait Julien tout à l'heure, si tu veux, à la base, il faut bien que quelqu'un achète tous ces coins pour que quand tu revends ces coins, ils aient une certaine valeur monétaire quand même.
Oui, mais si les gens, comme le disait Julien, là le truc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont acheté et qui finalement se sont retrouvés à avoir fait le mauvais pari et à avoir perdu juste tous leurs sous. Donc, oui, bien sûr, mais ça t'as ça. Enfin, dans le marché de la finance, tu t'investis dans plein de petits trucs et puis 90% se cassent la gueule et puis t'as 10% qui vont rapporter beaucoup. Mais malgré tout, si tu veux, ça reste un bon moyen pour mettre ton argent sale quelque part et le laver. Sauf que le pardon, vas-y. Je pense que sur les jeux émergents, c'est pas une bonne idée parce que si tu blanchis de l'argent, c'est des sommes qui vont faire exploser le jeu un peu trop vite et qui vont du coup faire tomber l'économie du jeu ou la valeur du coin. Ouais. Par contre, sur des jeux plus installés, je dirais peut-être Axie maintenant. Je sais pas si Axie il continue à être assez populaire, je sais pas trop. Mais Axie, par exemple, je vois un peu plus les mécanismes de blanchiment d'argent se profiler. Pas comme oui, après, sur la location d'équipe, etc. Tu t'achètes une équipe avec ton argent sale et derrière, tu la loues à quelqu'un et tu récupères les gains et les gains viennent du jeu. Oui. Mais par contre, là où oui, ça peut servir à ça, mais par contre, si c'est par rapport à la notion d'anonymisation ou d'anonymat sur la blockchain, ça, t'as pas réellement d'anonymat. Enfin, tout ce qui est fait, au contraire, est particulièrement suivi, et donc toutes les transactions, tu peux voir d'où venait l'argent initialement. Tu peux voir les portefeuilles. Donc tu vois une chaîne. Tu peux voir les portefeuilles. Donc tu vois une chaîne des transactions. Donc il y a quand même un suivi. Toujours remonter et finir par retrouver où l'argent est arrivé au départ dans la chaîne et à partir de là les autorités en général ont les moyens de faire parler le fournisseur du wallet. C'est ça. Eh bien merci Kepra, merci Julien. Je rappelle que l'École des facs est un podcast du label Podcut. Podcut est un label qui regroupe une vingtaine de podcasts, tous plus différents et intéressants les uns que les autres. Vous pouvez les retrouver sur le site podcut.studio. Et Podcut a aussi un Patreon si vous aimez notre podcast ou si vous souhaitez simplement soutenir l'un des podcasts de Podcut ou Podcut en général. Vous pouvez le faire sur patreon.com/podcut. Juste en plus, c'est pas cher. Et en plus, c'est pas des NFT, ça pollue pas. C'est tout bénef. Ça rendra le monde meilleur. Je fais juste un tout petit tweet post-like. Je sais pas si vous avez vu passer ça sur... je déterre des concepts. Je sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux. Sur l'application Tous Anti-Covid, il y a certains commentaires qui sont assez goldés. Je vous en lis un au hasard. Alors, Tous Anti-Covid, ça a 4,2 étoiles pour le moment. Et donc, le commentaire, c'est « Je mets un 4 étoiles car en soi, le jeu est bien. Il y a des nouveaux variants qui apparaissent de temps en temps, ce qui rajoute des nouveautés. Un autre point positif est qu'on ne peut pas savoir quand vont changer les règles et comment ça change, quelles vont être les décisions. Depuis la mise à jour 3e dose, c'est de plus en plus rapide pour l'avoir, ce qui facilite. Mais les développeurs pourraient rajouter d'autres virus car ça commence à être fatigant, ceci dit. Il est de plus en plus dur de ne pas se prendre le Covid, mais celui-ci devient de plus en plus facile à combattre, ce qui au final change peu. En tout cas, je vous le recommande vivement que ça sorte sur PC ou PS5. À noter, quand vous rentrez votre certificat, vous avez je crois, c'est uniquement pour les vaccins. Vous avez des petits confettis, une petite explosion de confettis à l'écran. Rien que pour ça vaut le coup de se faire vacciner. Le DLC ne devrait pas tarder. Et pour juste les avis humoristiques, la page TripAdvisor pour le 10 Downing Street était assez intéressante ces jours derniers avant que TripAdvisor ne la bloque, parce que tout le monde disait lieu idéal pour faire la fête, alcool à volonté, pas de restrictions sanitaires. Donc d'ailleurs, rappelons que à la veille des funérailles du prince Philippe, donc le mari de la reine d'Angleterre, il y a eu une petite sauterie. Je crois même 2 fêtes en même temps pour le départ de certains collaborateurs du Premier ministre britannique. Donc en période de deuil national, ça la fout un petit peu mal. D'autant plus qu'il y avait des restrictions sanitaires, interdiction de regroupement, interdiction de faire la fête, etc. Et après, on se plaint que notre ministre de l'Éducation aille apprécier les plaisirs de la night à Ibiza. D'ailleurs, sachez que j'ai ultra galéré
à récupérer mon certificat de... Parce que pour voyager, pour rentrer en Suisse, il faut un antigénique de moins de 24 heures. Je vous passe les galères pour trouver une pharmacie ouverte le dimanche qui fait ce genre de test. Et en fait, elle a fait le test et je pouvais pas le télécharger avant le lundi matin. Je sais pas si les serveurs étaient tombés ou quoi que ce soit, mais en fait, pour être honnête avec vous, je l'ai téléchargé, le QR code, dans la file d'attente d'embarquement, juste avant de le montrer. L'univers était contre moi. Mais le timing était parfait. Alors que t'avais profité d'1 heure de plus pour arriver Ah oui, t'avais tout le temps, franchement t'abuses. Jusqu'à l'aéroport, quoi. Non mais ouais, c'était... Donc tu n'aurais jamais pu décoller de toute manière, tu n'avais pas ton résultat de test. Alors j'avais j'avais une feuille, en fait j'ai reçu 2 mails, j'avais une sorte de feuille qu'un élève de 4e aurait pu faire pour justifier que ses parents l'autorisent à sortir du lycée, du collège 1 heure plus tôt. Et le lien pour aller chercher le vrai QR code ne fonctionnait pas, il a fonctionné que le lundi matin. Et voilà. Ah, pour critiquer Lexus, il y a du monde, hein, mais... Non mais je me suis dit que le dimanche les serveurs devaient être éteints. C'est possible s'ils sont sur Amazon ou sur AWS ou Azure, c'est possible qu'ils les éteignent la nuit pour faire des économies. Bon allez. Voilà, j'ai fini mon anecdote. Et sur cette anecdote magnifique que nous vous souhaitons une bonne soirée, une bonne journée, un bon après-midi, une bonne matinée. Au revoir. Rentrez bien. Ciao tout le monde. Bye bye.